Salut, c'est Niro. Vous êtes sur Click and Chill. Banks. What is it you want to do when you grow up? Merci Niro d'être là. Ça Merci va? à vous. Ça va et vous? Très bien. On peut Je se te dis- tutoyer? On se tutoie? Ouais. Je te dis merci parce que tu n'as pas besoin d'être là. Pour deux raisons. La première, c'est que tu dis à peu près tout ce que tu as à dire dans tes textes. Donc les interviews ne sont pas forcément nécessaires. Mhm. Et la deuxième, c'est que tu n'as pas besoin des interviews parce que tu es déjà très suivi. Tu n'as pas vraiment besoin des médias. On a toujours besoin des médias, mais on peut faire un parcours hors médias, ouais, c'est possible. Ouais. Et l'interview, c'est un exercice qui t'est pénible ou ça va? Ça dépend. Au début de la promo, ça va, mais après, quand c'est redondant, qu'on te pose toujours les mêmes questions. Et là, tu es au début ou tu es à la fin? Ouais, je suis au début du début, là. Vous êtes Tout les va premiers. bien. C'est les premiers. Ça Ouais. fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus, c'est la deuxième fois que tu Mhm. viens chez Click. La première, c'était en 2014 Mhm. pour la sortie de Miraculé, tu t'en souviens? Ouais, je me rappelle très bien. Ouais. C'était les débuts. C'était les débuts de Click aussi. Ouais, c'était les débuts de Click aussi, ouais, avec Mouloud, ouais. On peut dire qu'on a un peu débuté ensemble. Mhm. Là, on se rend compte pour la sortie de tes projets qui va devenir un projet, Stupéfiant. Mhm. Les chapitres 1, 2 et 3 sont déjà disponibles. Mhm. Le gros projet Stupéfiant arrive le 22 novembre. Ouais, exact. Il devait Vrai- sortir le 15, mais on a repoussé parce que j'ai rajouté 4 titres en bonus. Donc il a fallu repousser la date d'une semaine. Mais oui, ce sera le 22 novembre, ouais, effectivement. Et tu me disais juste avant qu'on commence que le fait de faire des petits épisodes comme ça fonctionne bien. Exactement, exactement. En termes de stratégie, en termes de marketing, ça porte ses fruits. Et puis c'était un risque à prendre et on l'a fait. Et puis ça nous réussit pas mal, ouais. Ça nous réussit pas mal. Les gens ont plus le temps de digérer les titres, d'aller au bout aussi de l'écoute, de pouvoir apprécier plus les titres que si je balançais un album complet. D'un coup. Et puis quand je sors le deuxième ou le troisième épisode, ça permet aux gens aussi qui n'ont pas forcément suivi le premier de revenir et ainsi de suite. Et ça crée de l'interaction. Et puis ça fonctionne. Une stratégie qui fonctionne vraiment. Vraiment. Parmi les titres qu'on écoute et qu'on réécoute, il y a le très très bon Double Appel. On peut regarder le clip. Je suis pas programmé, devoir faire semblant comme s'il le fallait. Sourire toute l'année, comme si tout allait. Je m'en battais les couilles d'être comme lui et l'autre. Moi j'avais juste besoin d'être normal en vrai. L'amour c'est pas le problème ni la peur en fait. La galère c'est ce que mon putain de cœur en fait. Y a tellement de paramètres qu'on peut pas trier. C'est les apparences qui divisent le plus. Je connais des mecs en or, c'est des meurtriers. Des soi-disant mecs bien, c'est des fils de pute. C'est qui le garçon qu'on voit dans le clip? Les deux petits garçons qu'on voit dans le clip, c'est mes fils. Ouais. Mais le petit garçon qu'on voit tout au long, c'est mon plus grand. Et celui qu'on voit à la fin, avec les bouclettes, c'est mon deuxième. Mais est-ce qu'on se trompe si on a l'impression aussi de te voir toi? Ouais, exactement. Au début du clip, en fait, il a une photo où on me voit, moi, étant petit. J'ai pas forcément grandi avec mon père. J'ai pas forcément eu ce rapport, justement, que j'ai avec mon fils. Et donc, on me voit sur une photo où je marche tout seul. On a un peu l'impression que je suis perdu. Et c'est mon fils qui a cette photo. Et puis, et au final, il essaye de me retrouver à travers la ville d'Athènes. Et c'était symbolique pour moi, dans la mesure où moi, j'ai pas eu de père et que lui, il en a un, tu vois. Donc ouais, c'est symbolique, c'est très, très symbolique pour moi. Et le fait que je puisse mettre mes deux fils aussi en avant sans forcément les montrer. Parce qu'on voit jamais leur visage. Non, on voit jamais leur visage, ouais. C'est un peu voulu. C'est pour les préserver. On est chez Click, mais je vais te poser une question très Paris Match. Je suis désolé. Y a Mais pas de si tu souci. pouvais t'adresser à celui que tu étais quand tu avais cet âge-là, tu dirais quoi? Waouh, je dirais de s'accrocher, d'être fort et patient. Le tournage était en Grèce, c'était bien. Ouais, c'était lourd, c'était bien. On a tourné avec Nova Island. C'était pas vraiment prévu au départ. On devait tourner un autre clip en fait. Et je sais pas, un soir, j'ai eu le déclic. J'étais avec mes enfants en plus là-bas. Donc ça tombait archi bien. Et ce clip-là, vraiment, je l'ai fait à l'instinct. Et c'est un clip qui m'a vraiment beaucoup touché. Je crois que c'est un de mes clips. C'est peut-être même le seul clip qui m'a autant touché en fait. Pour ça, pour ce Ouais. rapport avec tes enfants. Pour ce rapport avec les enfants et puis pour le symbole que ça dégage aussi, et pour tous les papas qui assument. Et ouais, pour le symbole qu'il y a autour de ça, en fait. Et le fait est aussi que... Parce qu'au début, on voit le clip, il est en noir et blanc. Les couleurs, elles arrivent petit à petit. C'est aussi le contraste entre les problèmes d'avant et le bonheur d'aujourd'hui. C'est tout ça. Mais les enfants, ils ont changé ma vie, moi. C'est la question que j'allais te poser, c'est quoi la différence entre le Niro
avant la paternité et celui qui est papa de 2 enfants aujourd'hui? Oh là là, il y a beaucoup de différences. Hein. Mes amis pourront témoigner. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire? Avant, j'étais révolté plus. Je sais pas si on peut appeler ça de la révolte ou de la colère. Mais j'étais craintif, beaucoup plus craintif. Et le monde de dehors, il fait peur. Donc, je me sentais obligé d'être dur. Bah, j'étais très fermé aussi. J'étais vraiment très, très fermé psychologiquement. Il y a certaines choses que je n'aurais pas imaginé faire qu'aujourd'hui je fais. Comme quoi? Et j'ai pris en maturité. Comme quoi? Comme ça. Comme ça. Il y a peut-être une époque où j'aurais hésité. Je t'entends dire à Mehdi Maizi, je veux pas que mon fils devienne rappeur, ou j'ai pas envie que mon fils devienne rappeur. Ouais, c'est clair. Après, c'est surtout pour ce qu'il y a autour. Après, mon fils, moi, ce que je veux réellement, c'est qu'il fasse ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aime faire. C'est ça l'objectif. C'est pas forcément de leur trouver une vocation prédéfinie ou une vocation que moi-même j'aurais rêvé. Je préfère qu'ils rêvent, eux, à leur avenir. C'est plus important. Pour cette émission, on t'a demandé de faire une liste de clips d'autres artistes. Ma question, c'est une question con, c'est quelle place elle a la musique des autres dans ta vie? Est-ce que tu en écoutes beaucoup? Est-ce qu'elle t'inspire? Ouais, bien sûr. Après, j'écoute pas énormément de musique, je vais pas faire le mytho. J'écoute pas énormément de musique déjà parce que j'ai pas forcément le temps. Je suis énormément dans mes projets, dans les projets de mes artistes. J'ai une marque de vêtements, je suis patron de mon label, j'ai énormément de choses à faire, j'ai une vie de famille aussi. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, mais j'écoute, je survole, on va dire, comme j'ai toujours fait en fait. Avant, la musique, elle avait une grosse place dans ma vie, très importante. J'étais à l'affût de tout ce qui sortait, etc. Là, c'est plus ce qu'on va m'apporter en rumeur. Ah ouais, lui, il est chaud. Et je vais me coller, mais j'écoute un peu de tout, moi. Je suis vraiment pas centré rap, quoi. J'écoute un peu tout. Ouais. Par exemple, je me demande comment tu as pu découvrir le groupe du clip qui suit. Le groupe s'appelle Leningrad. Et le clip, c'est le morceau Le Tatoueur. Без понятий и всегда на кислый ща. En fait, c'est un clip extraordinaire, c'est limite un film. On s'est arrêté juste avant que ça devienne compliqué de le diffuser. Ouais. C'est gore, c'est un peu gore. Voilà, il faut aller le voir sur le web. Comment tu l'as découvert? Bah, ça va vous surprendre. Ça, vous allez vraiment être surpris. C'est Click qui avait fait un article dessus, à l'époque. Ça m'a intrigué, je suis un curieux. Donc j'ai été voir, j'ai trouvé le clip, je l'ai trouvé très compliqué à faire. Je me suis imaginé si c'était moi qui avais eu à le faire, en fait. C'est ce qui fait le charme du truc, c'est qu'il est tout à l'envers. Le mec qui a fait ce clip, il est trop fort. Il est vraiment très, très fort. Très fort. Tu regardes les clips aussi avec un œil de réal, en fait, en te disant mais comment ils ont fait ça? Ouais, carrément. Bah, j'ai réalisé plusieurs de mes clips. La plupart du temps, c'est moi qui est derrière les idées. Je sais déjà à peu près ce que je veux sur un son. Je suis le plus apte à mettre une image sur ma musique, en fait. C'est moi qui fais ma musique, donc j'essaie de mettre des images dessus qui correspondent, des couleurs, des textures, etc. Et j'ai toujours été derrière ça, moi. Donc ouais, même les films, les séries, je les regarde avec un œil critique, un œil de réalisateur. Et ça veut dire que tu suis les recommandations du site Click? Ouais, bien sûr. Mais ça date en plus l'article, hein. Si tu cherches bien, tu vas le trouver normalement. Et à part ça, t'es familier avec la musique russe ou pas du tout? Absolument pas. Autre clip de ta liste, c'est un featuring, un duo entre le rappeur French Montana et Swahili du groupe Res Remerd. Le morceau s'appelle Unforgettable. Waouh, ce clip, moi déjà la première fois que je l'ai vu, j'ai été grave touché, de ouf, vraiment. C'est ouf, mais nous on passe notre vie à se plaindre, tu vois. On passe notre vie à se plaindre pour des choses qui sont parfois très futiles. Et en voyant la joie que les gens ils ont dans ce clip alors qu'ils ont rien, ça m'a touché en fait. Ça m'a touché de voir ces enfants rigoler. En fait, la musique a réuni vraiment tout le monde quand elle est bien faite.
Et elle apporte de la joie aussi. Et ça m'a touché, le fait de voir tous ces gens danser, sourire, avoir la joie que nous, on n'a pas ici, en fait, ça m'a touché. Ce clip-là, même comme ils dansent, les gens, c'est incroyable. Ils vivent le truc et ça rend le truc, ça rend le truc tellement beau, en vrai, que j'étais obligé de le mettre. Hein. Je sais pas si tu sais, mais French Montana, les gens qu'on voit dans le clip, il les a amenés ensuite dans des festivals Mhm. et il a changé leur vie en fait. Ça, je savais pas, tu vois, mais ça me surprend même pas, tu vois. Tu peux que être touché par ce genre de choses, tu vois. Moi, quand je bouge au Maroc, par exemple, il y a certains quartiers où tu vois vraiment que c'est la misère, quoi, tu vois. Mais ils sont heureux, et puis ça, c'est touchant. C'est touchant, donc tu as envie de... Ça m'étonne même pas qu'il les a emmenés partout, qu'il ait changé leur vie, entre guillemets. Ça m'étonne pas. C'est qu'il a un cœur, tout simplement. Je trouve que ça relève même plus du normal que s'il l'avait pas fait. Donc voilà, bravo à lui. Hein. Tu parlais toi-même du Maroc, Mhm. donc c'est sur le même continent mais beaucoup plus au nord. Mhm. Si je dis pas de bêtises, tu y as vécu Moi, j'y ai vécu. Ouais. jusqu'à tes 8 ans, Ouais, exact. tout en étant né en France. Mhm. T'en gardes quoi? Bah, en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport au... Bah, déjà, je voyais pas les quartiers pareils que les gens qui avaient grandi dans les quartiers, justement. Moi, où j'ai grandi, c'était c'était obscur. C'était où, c'était où au Maroc? C'était près de Kenitra, près de Souk l'Erba. C'est un petit village qui s'appelle Belqseri. J'ai grandi en face de la mosquée là-bas. Et en fait, c'est pas du tout la même éducation, c'est pas du tout le même train de vie, on n'a pas du tout ça a absolument rien à voir en fait. Dès que je suis arrivé en France, c'était Las Vegas pour moi. Des bâtiments partout, des aires de jeu, du bitume, des choses basiques, des choses très basiques que je trouvais qui pour moi c'était le top du top et que pour les locaux en fait, ceux qui habitaient déjà là, c'était ça le ghetto pour eux en fait. C'est plus tard que j'ai appris en fait la partie cachée on va dire des ghettos français. Mais quand je suis arrivé, il y avait des ballons en mousse, ça n'existait pas chez nous, tu vois. Énormément de choses qui n'existent pas chez moi et je pense que ça m'a servi pour avoir un certain recul très tôt par rapport à la situation dans les quartiers. Donc j'étais plus dans une démarche où il fallait que je me débrouille. Pour moi, c'était déjà du grand luxe d'être là. Plus tard, quand j'ai compris, en fait, on se rend compte qu'en fait, que ce soit au Maroc ou en France, etc., pour ce qui s'agit de la zermie, comme on dit chez nous, la misère, en quelque sorte, on la ressent pas pareil, mais pour moi, au Maroc, c'est plus la misère qu'en France. Mais en France, une fois que tu y es et que tu la vis quotidiennement, tu as l'impression que c'est la pire misère du monde, alors qu'il y a pire ailleurs, en fait, tu vois. Et je pense que ça m'a plus aidé par rapport à ça, étant jeune. Ça m'a aidé à faire la part des choses. Et puis l'éducation aussi. L'éducation, on a été élevé dans le respect, dans le vrai respect, le dur. On a été élevé à la dure. À l'école, c'était violent, tu vois. Les professeurs, les professeurs, ils nous tapaient avec des règles, tu vois. Je suis arrivé en France, c'était pas comme ça. Donc, ouais, ça m'a permis de relativiser. Tu retournes souvent? Ouais, très souvent. Très, très souvent. 2 à 3 fois par an. Qu'est-ce que tu y trouves là-bas? Je vais pas forcément dans la ville où j'ai grandi, mais je fais le Maroc en général. Ce que j'y trouve, c'est aujourd'hui, à l'âge adulte, c'est la sérénité, un peu plus. Je suis un peu plus serein quand je suis là-bas. Plus qu'en France? Je suis très serein en France, parce qu'on est bien en France, mais je suis serein là-bas dans le sens où j'ai pas l'impression d'être regardé. On te reconnaît moins qu'ici? Bah déjà, et puis même d'être regardé aussi en tant que arabe, quoi. Là-bas, je suis au milieu d'arabes, je suis... Bon, on est des Français pour eux, mais j'ai moins l'impression je suis plus serein, en fait. J'ai moins l'impression d'avoir à prouver, à travailler 2 fois plus, etc. Quand je suis là-bas, c'est vraiment... j'ai l'impression d'être chez moi, en fait. Et ce qui est bizarre, c'est que je reste un mois là-bas et j'ai envie de rentrer parce que c'est ici que je suis chez moi, en fait. C'est obscur, c'est très particulier. Mais j'y vais souvent, ouais, j'y vais souvent. J'aime beaucoup ce qu'il y a au Maroc, j'aime la bouffe là-bas.
On mange très bien, c'est incroyable. Le climat, les gens, l'accueil. C'est particulier le Maroc. C'est un des pays les plus chaleureux du monde. C'est mon pays. On se voit pour son projet Stupéfiant. Mhm. On a parlé du morceau Double Appel. Ouais. Autre morceau que j'aime beaucoup, c'est UberX. Wari, 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 je suis Mike Tyson, Mohamed Ali, je veux mailler comme Jacka Dali, je fais de la gali, je compte la wari, 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 je suis Mike Tyson, Mohamed Ali, je veux mailler comme Jacka Dali, 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 Dali. Tu dis beaucoup de choses dans ce morceau, mais la première sur laquelle je voudrais revenir, tu l'as dit avant qu'on commence parce que j'ai grandi pas très loin, tu dis je suis sorti de BL. BLO, ouais. Sortie de BLO. BLO, c'est Blois, Mhm. dans le Loir-et-Cher. Mhm. Tu y as passé une grande partie de ta jeunesse, après le Maroc, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'était compliqué d'en sortir de BLO. Ça a été compliqué de sortir du train de vie que j'avais là-bas, justement. La ville en elle-même, je bougeais déjà, moi. Parce que c'est ça, la question que j'allais te dire, c'est pas si loin de Paris en fait. Non, c'est pas si loin de Paris. Et puis, très jeune, je sortais avec une meuf du 9-3. Je venais, j'avais 15 ans. Je venais sur Paname, j'allais sur Orléans, j'allais très souvent à Tours, j'allais en Charente-Maritime, vers Royan, tout ça. Même quand j'étais à Blois, il fallait que je me déplace, il fallait que je sois dans les campagnes à côté. On était des conquérants, nous. J'étais un peu du genre à rester en bas de la cité, mais pas tout le temps non plus. Tu en es parti à quel âge? De Blois, je suis parti tôt. J'ai commencé à partir vers l'âge de 19 ans. Je faisais des allers-retours et à 21 ans, j'étais plus à Blois, ça y est. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis sur Paname. C'était comment, Blois? C'était dur, c'était bien. J'ai passé là-bas les plus belles années de ma vie. Ah ouais? Ouais, Dirais ouais. ça Ouais, pour de vrai. C'est là où j'ai tapé les plus grandes barres de rire. J'ai grandi là, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui a fait aussi ma mentalité. Ça m'a appris ce que c'est que l'amitié, ça m'a appris ce que c'est que être un voyou ou pas, être un charbonneur ou pas, être un travailleur ou pas. Ça m'a appris la vie. Ça m'a appris la vie. C'est une ville qui m'a apporté énormément. C'est une mentalité qui est très dure là-bas aussi. Les provinciaux, déjà, ils sont durs, mais Blois, c'est fois 1000. J'ai beaucoup, énormément appris de cette ville-là. Ouais. Énormément. Et j'aime beaucoup, j'affectionne beaucoup cette ville-là et tous les gens qui y sont encore et qui me soutiennent depuis toutes ces années. Hein. Et pourquoi? Je suis un enfant de là-bas, moi. Je suis un peu le symbole du quartier. On est plusieurs, il y a les footballeurs, etc. Mais... C'est qui les footballeurs qui viennent de Blois? Ah, il y en a plein. Il y a Ali Sissoko. Il y a Issa, Qui a joué à Lyon? Il y a Issa, ouais, qui a joué à Lyon, qui a joué à Porto aussi. Il y a Issa Sissoko qui joue à Nantes aussi. Non, nous, on avait une vraie école du football. Et puis, comme je te disais, il y a eu quelques mecs qui ont réussi dans ma ville et qui sont très supportés chez nous et à qui on ne tourne pas le dos, tu vois. Tu dis qu'il y avait une vraie école de foot. Est-ce qu'il y avait une école de rap? Est-ce qu'il y avait une scène rap? Ouais, il y avait une sale école de rap, très très sale. École de foot et de rap, c'était incroyable. Et tous ceux qui venaient, ils s'en rendaient compte, ils hallucinaient. Et même encore aujourd'hui, hein. C'est incroyable. Au foot, là, j'ai un petit, il s'appelle Mala, il joue à Rennes. On a plein de talents qui arrivent à éclore. Après, au niveau du rap, on a plein de petits groupes, des petits jeunes comme W qui sont en train de faire leur truc là, petit à petit. Tout à l'heure, tu disais 1000 fois plus dur. Pourquoi à Blois? Pourquoi c'était dur? Parce qu'à Blois, il n'y avait pas d'alternative. Ça veut dire qu'il n'y avait pas énormément de boîtes de nuit. Il suffisait que tu fasses une embrouille ou deux. C'était fini? Tu étais recalé de partout. Les alternatives, elles ne sont pas énormes là-bas. Tu n'as pas énormément de choix. Tu as quelques usines où tu peux travailler. Si tu fais des études, il faut que tu quittes la ville parce que là-bas, les études ne sont pas très poussées. Il faut aller à Tours ou à Orléans ou à Paris. Pareil pour la musique, il n'y avait rien. Il n'y a pas de structure, il n'y a absolument rien. Pour le foot, on va dire que ça passe encore, mais même ça, c'est extrêmement dur. Il y a des petits talents qui n'ont jamais émergé, mais c'était pour moi des futurs zizous. Sans abuser, hein, pour de vrai. Hein. Donc ouais, c'était dur là-bas. Il n'y a pas énormément d'alternatives. Les loisirs, ils étaient très réduits. Tu sors avec une meuf, toute la ville, elle est au courant.
Tu peux pas avoir une meuf dans le 9-2 ou tu vois, et tout le monde parle les uns, tu sais, les uns sur les autres parce qu'il y a que ça en fait, tu vois. Et c'était une ville très 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 compliquée pour exister, pour être quelqu'un chez nous, fallait être quelqu'un pour de vrai. Tu as percé dans le Ouais. rap sur la scène nationale en montant à Paris. Est-ce que c'était dur? Ouais, c'était dur, bien sûr. Bien sûr. Moi, quand il y a très peu de gens qui le savent, mais je l'ai déjà dit dans des titres. Quand je suis monté, j'avais la vingtaine, j'avais 1 an de prison à faire. J'étais plus ou moins distancé, si je peux le dire, avec ma famille. J'avais pas de très bons rapports avec ma famille à cette époque-là. Donc je suis parti de chez moi. Et quand je suis arrivé à Paname, je l'ai dit dans un de mes titres, j'avais fait Autopsie de Booba, j'avais fait Talent Fâché 4 de Iqbal, j'avais fait Goldfinger, Les yeux dans la banlieue, j'avais fait plusieurs projets comme ça qui étaient des projets très connus. J'avais fait Street Lourd 2. On va en parler. Et puis le soir, je dormais dans ma voiture, tu vois. T'as capté? Je rentrais, et je faisais des photos avec les gens la journée, et le soir, je me posais, je mettais 20 € d'essence dans ma voiture et je dormais dans ma voiture. Parce que j'avais pas forcément de logement quand je suis arrivé. Et c'était compliqué. Passer d'appartement en appartement, louer là-bas. Au bout d'1 an, en fait, je suis resté 1 an et demi. J'avais des fonds pour vivre. Au bout d'1 an et demi, tous mes fonds ils sont épuisés. Et la musique, ça rapportait pas. Pas encore. Pas encore. Ça a mis du temps. Hein. Mais et donc, ouais, au final, j'ai eu le succès en même temps que les problèmes ici. Donc ouais, ça a été très très dur, très dur, mais je prenais ça comme une bénédiction que ça m'arrive à moi, tu vois. C'est pas n'importe qui est éprouvé comme ça. Donc je l'ai pris pour une bénédiction, plus qu'autre chose. À ce moment-là, ta route, elle a croisé, tu l'as dit tout à l'heure, des gens de Street Lourd, qui eux-mêmes viennent d'un collectif mythique, la Mafia Qu'un Free, La mafia, dont tu as voulu voir un clip, le fameux clip de Pour ceux. Ouais, directement. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les peu commencent à marcher dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain, wesh wesh cousin, mafia quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les Touaregs, les pirates du bitume. Quel rôle a eu la Mafia Qu'un Free pour toi? Bah, la mafia, c'est incroyable. Moi, j'étais petit quand ils ont tout explosé, et puis j'étais en province aussi, donc j'ai pas eu vraiment l'onde de choc tout de suite. On l'a eu pas longtemps après, mais quand elle est arrivée chez nous, c'était incroyable. C'était exactement la description de la vie qu'on menait au centimètre près. Ce clip-là, je l'ai choisi parce qu'il était très près de notre réalité à nous, à Blois, justement. Et même eux, quand je parle avec eux, enfin quand je parle avec Mista ou autres, et ils me disent tous la même chose. Ils me disent t'as la mentalité 9-4. Pour eux, je suis un mec du 9-4. Parce qu'on a la même mentale, en fait, là-bas. C'était la retranscription exacte de notre train de vie. Ce qu'ils disaient, ça correspondait totalement à ce qu'on vivait. Et nous, on était la Mafia Qu'un Free Junior dans notre tête. On sortait, on faisait des dégâts. On était une sacrée équipe, nous, chez nous, tu vois. Il y avait beaucoup de groupes de rap, tous, on rappait, on était violents, tu sais, tout ce que la Mafia Qu'un Free a symbolisé à l'époque, bah, on se reconnaissait dedans, en fait. Mais même plus tard, avec le temps, j'ai compris d'autres symboles dans leur musique, dans ce qu'ils véhiculaient et tout, en grandissant, tu vois. Et la Mafia Qu'un Free, c'est quelque chose qui a touché énormément de gens de ma génération, tu vois. Je pense à Rof, tu vois. D'ailleurs, qui est incarcéré, force à lui. Rof, ça a été un de mes accompagnateurs de vie pendant toute ma jeunesse, tu vois. C'est des gens, limite, ils nous apprenaient des choses quand on les écoutait, tu vois. C'était réel, Et donc, ouais, ça a eu un vrai rôle. Après, même au-delà du fait que j'ai collaboré avec Street Lourd pendant 3 albums, dans le début de ma carrière, j'étais très proche de la mafia, tu vois, dans sa quasi-totalité. Donc je les ai connus après humainement. Et ils m'ont tous plus ou moins conseillé, ils m'ont tous plus ou moins aidé à passer un cap en termes de professionnalisme dans ce que je fais. Ils m'ont beaucoup conseillé, tu vois. Donc ouais, la Mafia Qu'un Free, ça représente énormément pour moi. Énormément. Le morceau s'appelle Pour ceux. Ouais, Pour toi, tu rappes pour qui? Je rappe pour ceux.
pour ceux-là, là. Je rappe pour tout le monde, en fait. Je rappe pour ceux qui se sentiront concernés. Ceux qui se sentent... pour moi, on a tous des points en commun. Peu importe d'où on vient, on a tous les mêmes ressentis sur certaines situations, sur certaines épreuves qu'on a pu tous traverser les uns les autres. Il n'y a pas de race qui définit un humain en soi. Dans chaque ethnie, dans chaque pays, on a à peu près les mêmes caractères, les mêmes envies, les mêmes ambitions. Je pense que je rappe pour les gens qui... Je rappe pour les gens qui ont du cœur, en particulier. Je rappe pour les gens qui gambergent, qui ont la même mentalité que moi, qui se ressentent dans ce que je dis. Peu importe d'où ils viennent, peu importe leur couleur, leurs origines. Je rappe pour les gens qui souffrent. C'est important. C'est important de rappeler aussi certaines choses. Donc je rappe pour tous ces gens-là, moi. Je rappe vraiment pour tous ces gens-là. Je rappe pour ceux qui m'aiment. Et voilà, c'est une manière de leur dire que je les aime aussi. C'est pour ça que je m'applique dans ma musique. J'essaie de rester le plus sincère, le plus vrai possible. Et je suis au plus près de ma réalité. Donc les gens, leur réalité me ressemble, ils sont derrière moi. Et pour moi, c'est le principal. La semaine dernière, ou il y a quelques semaines plutôt, à la même place que toi, il y avait Osmo Puccino, qui a un petit rôle, une petite apparition dans le clip. Il avait lui aussi choisi de parler de ce clip, et il en disait ça. Kim qui m'appelle un soir et qui me dit « Ouais, Hawks, il y a Manuquet qui nous a appelés et il veut qu'on fasse le clip de Mafia Cafri. » J'ai fait « Mais vous allez le faire, ça va être fou. » Et il fait « On a trouvé une idée. On va faire un clip de Kaira qui rigole. » J'ai fait « Mais non, mais vous êtes des génies. » Et le clip est tellement fort qu'il a influencé 50% des clips de rap français par la suite, encore aujourd'hui. Les motos, les bécanes, alignés, dans une cité avec des immeubles, ça vient de Courtrajmé, ça. C'est un clip définitif. C'est un clip définitif, ouais. C'est un clip étalon. À partir de ce clip, les choses seront comme ça. T'es d'accord avec ça? Je suis super d'accord. Courtrajmé, ils ont fait un travail de fou sur ça. Je suis super d'accord. Ça a beaucoup influencé énormément de rappeurs, de clips qui sont... Tout le monde a fait, on l'a tous fait, ce clip-là. On a tous essayé, au moins. Mais pour ceux, il n'y en a qu'un. Après, il y avait 93 hardcore aussi qui était chaud. C'était plus énervé. Ah, pour ceux, ça rigole. L'autre, il est dans le grec. Des bécanes, il y a des chiens. C'était incroyable, c'était un clip incroyable. Nous, en tout cas, il nous a pas choqué le clip, pour de vrai. Il vous a pas choqué? Ouais, pour de vrai. Pour de vrai. Quand tu tournes un clip, c'est quoi tes directives? J'ai pas forcément de directive. Moi, je parle plus en couleur, en texture d'image, etc. J'ai envie que les images elles correspondent à ce que je dis ou à ce que je veux transmettre en vrai. Tu vois. Par exemple, des fois, je vais écouter un morceau. Pour moi, ce morceau-là, la couleur, elle est bleue. C'est bleu. Ce morceau. Et je mets des couleurs sur les titres, en fait. Et donc, je fais des clips comme ça, avec des couleurs, des textures. Je cherche. Après, bon, on essaie des fois de scénariser. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Là, on essaie de bosser sur une série aussi, très prochainement, pour aller un peu plus loin que le format clip, etc. Et ouais. Mais moi, je réalise mes clips de toute façon. Donc, Par exemple, Uber Eats qu'on a vu il y a 10 minutes, c'était quoi C'est quelle couleur tu voulais? Uber X. Ouais. Uber X, je voyais un clip de nuit avec des couleurs très violet, rouge. Tu sais, et puis voilà, c'est ce que ça a donné en fait, tu vois. Avec plus ou moins de succès, mais voilà, je voyais les couleurs. Je sais pas, ce morceau, il m'inspirait la nuit, des buildings, des lumières, attitude. J'avais pas forcément besoin de scénariser un clip comme ça. C'est plus la couleur vraiment. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que... Et on l'a fait pareil, hein, il n'était pas prévu le clip. Hein. Il n'était vraiment pas prévu ce clip-là. Juste vous partez à Montréal et vous dites... Ouais, j'ai fait l'Olympia à Montréal, on a fait un concert là-bas qui s'est très bien passé, on est resté. Moi, je devais bosser avec Benny Adam qui est de là-bas, avec qui j'avais réalisé plusieurs titres comme Sors de ma tête, Printemps blanc, Vamos, etc. J'ai réalisé énormément de gros titres avec lui et je suis resté là-bas parce qu'il est canadien. Donc je suis resté avec lui, je suis resté un mois sur place pour bosser.
Et on a profité aussi pour tourner. On a trouvé une équipe de tournage sur place. C'était c'était fluide, quoi. C'était à l'impro. Il n'y a pas forcément de synopsis ou quoi. C'est une couleur, une idée, une image, on y va. Donc ouais, voilà. Dans ta playlist que tu nous as donnée, comme beaucoup de rappeurs, comme beaucoup d'artistes tout court, il y a un morceau de Michael. Ouais. Mais je pense que c'est un des clips les plus barrés que j'ai vu de Michael. Ouais. Le morceau s'appelle Leave Me Alone. Ouais, Leave Me Alone. Tu l'as beaucoup écouté, Michael? Ouais, de malade. Bah, j'avais un oncle, enfin même ma famille en général, j'avais mes tantes, etc. Ma mère même, ma mère qui est jeune aussi, c'est de sa génération tout ça. Donc moi je me suis mangé Michael au Maroc. Je crois que ce morceau, il a été enregistré l'année de ta naissance. En 87. Il me semble. Ouais, peut-être, c'est possible. Il a fait de grandes choses en 87, Michael. Il a fait de grandes choses. Mais ce clip-là en particulier, en fait, quand j'étais petit, je le voyais avec mes yeux d'enfant, tu vois. Et je le trouvais ouf, le clip. Je trouvais que c'était incroyable. C'était incroyable, un chien avec un costard, tu sais, des trucs que tu n'avais jamais vus à l'époque, tu vois. Et franchement, c'était vraiment, vraiment un clip très, très spécial. Là, avec l'âge, je l'ai regardé, je dis, ouais, putain, c'est pas ouf en termes de... Mais en vrai, c'était incroyable dans les détails, C'est un clip qui m'a marqué étant jeune. Je pourrais même pas te dire pourquoi. Il m'a pas fait ressentir de la peur, mais il m'a intrigué énormément. À l'époque, tu comprenais les paroles? Non, du tout. Du tout. D'ailleurs, je comprends toujours pas vraiment. Mon anglais, il est pas non plus... j'ai pas un anglais très fluide, mais ouais, je comprends un peu plus. Dans ce morceau, en fait, il s'adresse aux rumeurs qui le visaient sans cesse à l'époque, qui étaient parfois complètement folles. Lui admettait en souffrir beaucoup. Est-ce que toi, tu fais attention à ce qu'il dit sur toi? À ce qu'on dit sur moi? Ouais. Bah, faut toujours faire un petit peu attention. C'est normal aussi. Faut quand même faire attention à son image, tu vois. Après, moi, ça me touche pas forcément les méchancetés qu'on peut dire sur moi ou que... Tu sais, je pense qu'à partir du moment que tu te connais, t'as un miroir chez toi et que tu sais qui t'es, y a pas grand-chose qui peut t'atteindre, tu vois. C'est ma vision, en tout cas. Dans le morceau I Need Money, qui d'ailleurs est mon préféré du projet Stupéfiant pour l'instant, tu dis « J'entends ni repas assez ci, ni repas assez ça ». Ouais, ni repas accessible, ni repas assez sage, ouais, c'est vrai. Il est pas assez quoi, Niro, à ton avis, dans les yeux des gens? Bah, peut-être que pour l'époque, donc pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, ouais, peut-être un peu trop fermé, pas assez... Ça symbolise énormément de choses. Et puis c'est aussi pour dire qu'on est sans cesse jugé tout le temps, pas assez ci, trop ça, pas... voilà, et puis moi, on me reprochait d'être pas accessible, tu vois. D'être un peu trop bordélique aussi, et puis... on m'a reproché énormément de choses à l'époque. Mais ouais, c'est un peu tout le monde pareil, en fait. Cette phrase-là, tu pourrais la prendre pour toi aussi, tu vois. Et y mettre n'importe quoi derrière, le pas assez ci, pas assez ça, tu vois. Il y a quelqu'un qui tu rends hommage dans l'album, qui s'est toujours marqué par son indifférence aux critiques, c'est Eric Cantona. Ouais, je l'aime trop, Eric Cantona. Pour cette raison-là? Ouais, et puis j'aime les gens de caractère, moi, en général. J'aime les gens de conviction, tu vois. Cantona, il n'était pas vide, tu vois. Non, il est plein. Ah ouais. Plein de choses. Ouais, plein de choses. Et j'aimais son côté impulsif, parce que je me reconnais dans ce côté-là, tu vois. Donc, le côté, j'agis des fois sans réfléchir. Et il l'a prouvé plusieurs fois que c'était un sanguin, tu vois. C'était un sanguin. Et puis on a tous des images en tête. En fait, j'ai grave aimé sa phrase sur le plateau télé où il s'adresse aux journalistes et leur dit « Je vous pisse au cul ». Alors toi, je te pisse au cul et toi aussi, je te pisse au cul. J'ai trouvé ça trop classe. Il s'exprime. Il y a des gens, ils lui jetaient des pierres à l'époque. Il est venu, il s'est défendu. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait pas possible, je pense. Mais pour l'époque, c'était incroyable. C'était incroyable. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Ouais. Et d'où la reprise de son nom pour mon titre Cantona. Je leur pisse au cul comme Cantona. J'aimais trop cette vidéo. Et il me régale. Et les mecs comme ça, j'ai toujours aimé les mecs de caractère, moi, de toute façon. Les gens qui ont du caractère, hommes-femmes, c'est les gens qui font de grandes choses en général, tu vois.
Et c'est des gens aussi, peut-être, qui ont un peu plus souffert que les autres, je pense, tu vois. Mais Eric Cantona, ouais, il a des couilles, j'aime ça. Il est fort. Force, Eric, gang. Autre clip de ta sélection, Mhm. qui fait un peu écho à ce qu'on se disait, c'est Die Young de Roddy Ricch. Yes. He ran out on a nigga, that's a shot. Cold-hearted nigga with the blocker. Gotta keep it on me, I wanna die young. I'd rather be judged by 12 than carried by 6. I'm gonna post bail, just look at my wrist. Tell me why the legends always gotta die quick. Ce morceau, Roddy Ricch l'a écrit en une nuit pour rendre hommage à un autre rappeur, XXXTentacion, qui est mort à 20 ans. Et il se demande pourquoi les légendes doivent mourir jeunes. C'est une question qui te parle? De ouf. Ah, j'aime pas revenir sur ces sujets-là, mais on a tous perdu des gens, plus ou moins jeunes, à plusieurs reprises. Parce qu'on menait des trains de vie qui n'étaient pas communs, tu vois. Et donc, ouais, tu sais, ça fait toujours mal de perdre quelqu'un que t'affectionnes, tu vois, avec qui t'as pu grandir ou... Mais je savais même pas qu'il avait écrit pour ça, en fait, le titre. Il m'a touché, ce morceau, je l'aimais bien, et je trouve que c'est un des jeunes qui pour moi, a le plus de talent actuellement. Roddy Ricch. Tu vois. Ouais. Je comprends pas tout ce qu'il dit, mais j'aime ce qu'il écrit, tu vois. J'aime ce qu'il écrit, j'aime ce qu'il dégage aussi. Il nous ressemble un peu plus. Je trouve, même dans sa manière de se saper, dans sa manière de ses attitudes, etc. Et... Il a un côté français. Ouais, je trouve qu'il nous ressemble un peu plus. Et c'est de plus en plus comme ça, je trouve, chez les Quinry. Alors, dernier Quinry de la playlist de Niro, c'est Kendrick Lamar pour le très très bon clip du morceau Humble. Ah ouais. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Incroyable. Kendrick Lamar aussi, il est incroyable. Je pense que c'est un des derniers rappeurs pour moi, tu vois. Rappeur, à proprement dit, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Des rappeurs, bah, pour moi, c'est un des derniers rappeurs parce que c'est plus le rap comme on le voyait nous à l'époque, tu vois, très contestataire. Et puis il a une écriture incroyable, c'est fin ce qu'il écrit, tu vois. Il a des flots de malade, il arrive encore... tu sais, certains, ils arrivent à avoir des titres super bien écrits, leur flow, c'est pas trop ça, et inversement. Lui, il arrive à combiner les deux. Et ce clip-là, il est... Quand je l'ai vu la première fois, c'est incroyable, juste les références, tout, c'est énorme. Et il n'a pas fait que ce clip-là, il y en a eu plusieurs. Il y avait All Right aussi, je crois qu'il s'appelait comme ça, le titre. For Free aussi. Ouais, non, c'est vraiment, même DNA aussi. Il est bon en image. Mais je crois que c'est Colin Tiley, je crois, que ça se dit comme ça, je sais pas. Je crois que c'est Colin Tiley qui fait tous ces clips-là méga fort. C'est Colin Tyler ou Tyler, un truc comme ça. Méga fort, très fort. Colin Tilley, on me dit à l'oreillette. Ouais, Tilley, ouais. Tilley, ils t'ont dit ça? Ils m'ont dit à l'oreillette. Tu disais Kendrick, c'est un des derniers grands techniciens, en tout cas un des plus grands techniciens du rap aujourd'hui. Ouais, il a le truc de Eminem. Toi, tu dis les raps, c'est des mathématiques. Ouais, ça veut absolument. dire quoi? Bah, le rap, c'est des mathématiques. Déjà, le rap, c'est des temps. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 qui revient. Il y a 16 mesures, c'est des chiffres, le rap. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est le rythme et les mathématiques déjà. Le rythme, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça revient. Et à partir de là, tu crées des mélodies. Donc déjà, pour moi, si tu mets des chiffres dans la musique, c'est que c'est forcément mathématique. Et après, c'est mathématique dans la manière de poser. Dans les endroits où tu vas poser tes placements, etc. C'est très complexe. C'est un peu gros ce que je dis quand je dis c'est des mathématiques, mais c'est réellement, je le vois réellement comme ça, pour de vrai. C'est que c'est très logique. Le rap, c'est très logique. C'est aussi de l'architecture. Faut construire. Ouais, tu peux le voir comme ça. Partir de zéro pour construire un album, ouais, ça relève un peu de l'architecture, pas à proprement dit, mais ouais, ça peut être symbolisé comme ça, effectivement.
Je voudrais terminer sur 2 choses avec lesquelles j'ai l'impression que tu as du mal. La première, c'est le terme punchline ou l'idée de punchline. Ouais, non, j'aime pas ce mot-là. C'est un mot qui tu sais, pour moi, c'est très, très, très réducteur de descendre un morceau à une phrase qui aurait un peu plus d'impact que les autres, tu vois. Je trouve ça très réducteur. Au même titre que tu vas me dire, c'est comme si tu sélectionnais un morceau sur un album, quoi, tu vois. Un morceau, en général, il y a beaucoup de choses. Tu sais, moi, c'est très rare que j'écrive... ça m'arrive, tu vois, mais c'est très rare que j'écrive une phrase et que tout le reste à côté, ça n'ait rien à voir. Ça m'arrive quasi jamais, tu vois. Je commence un texte, le début du texte, je veux parler de quelque chose et ça suit, et tout se suit, en fait, tu vois. Pour toi, Les punchlines, pour moi, c'est des répétitions de phrases. Tu sais, je trouve une bête de phrase, je la place dans un couplet, n'importe où, et puis waouh. À une époque, il y a des mecs qui faisaient, je veux pas citer de nom, mais il y a des mecs qui faisaient ça, tu vois. Ils faisaient que ça, ils étaient à la recherche de la punchline, tu vois. Il y en a qui se sont pas cachés, comme Seth Gecko, par exemple, il s'en est pas caché, lui. Mais il y a d'autres artistes qui étaient absolument faut trouver la punchline, il faut que des punchlines, etc. Mais le problème, c'est que quand tu écris comme ça, tes textes, ils n'ont pas de sens, tu vois. Donc pour moi, c'est très réducteur, une punchline. Je préfère dire, j'aime bien son couplet, tu vois. J'aime bien ce qu'il dit là, mais une punchline, c'est genre, ah ouais, la punchline du morceau, et puis voilà, tout le reste, c'est de la merde, quoi. C'est très réducteur, je trouve. Le dernier truc avec lequel je crois que tu as un peu de mal, et on terminera là-dessus, c'est tu n'as que 32 ans. Ouais, j'ai 32 ans, ouais. Mais ça y est, pour la jeune génération... Ouais, pour eux, je suis un vieux, tu sais. On avait récemment Kobalade, qui nous disait tout le bien qu'il pensait de toi. Ça te fait bizarre d'être pris pour... D'être pris pour un ancien, ouais, c'est ouf. Pour une référence, on peut dire comme ça aussi. Ouais, c'est peut-être dû à ma carrière. C'est dû au fait que j'ai sorti énormément d'albums sur pas si longtemps. Pas si longtemps, ouais. J'ai commencé... Mon premier album, il est sorti à 7 ans. Les gens, ils ont l'impression déjà que j'ai 10 ans de carrière. Après, ouais, les petits, ils me voyaient plus comme un grand frère, tu vois. Il y a eu Koba, il y a RK, hier, j'ai vu Badger. Tu sais, il y a énormément d'artistes comme ça, ou même Maes, tu vois, Maes qui me rappelait que quand j'étais allé clipper à Sevran, il était jeune, il était à la cité, il m'a vu dans sa cité quand j'ai été clippé La Mort au Chichi avec Caris. Et tout ça, en fait, pour eux, ils ont l'impression que je suis vieux, alors qu'en fait, je suis le plus jeune des vieux, en fait, enfin, de ceux qu'ils appellent les vieux. Je suis de la génération des Fianso et tout, Dossé, je peux t'en sortir plein comme ça, tu vois, mais je suis le plus jeune de eux tous. Lacrim, je suis plus jeune que lui, Caris, je suis plus jeune que lui. Je suis plus jeune que tous ces gens-là de ma génération, j'étais le plus jeune, en fait. Mais comme je traînais avec des mecs qui avaient 40 ans, j'étais avec la mafia Quinfri, donc les gens dans leur tête, Niro, il avait déjà 30 ans, alors que j'avais 23 ans, tu vois. Mais ouais, j'ai 32 ans, je viens de les faire, là. Bon anniversaire. Ouais, merci. L'album s'appelle Stupéfiant. Il sort le 22 novembre. Yes. Merci Niro. Merci à toi. Merci Click, Banks, NIR.